Alors, bonsoir à tous. Je suis très touchée d'être parmi vous ce soir et puis je remercie chaleureusement l'association React de m'avoir demandé de parler d'un sujet qui est complexe, qui est délicat, qui est parfois encore un peu tabou. Ça touche à l'intime, ça renvoie chacun d'entre nous à nos propres limites. Et puis, voilà, c'est un trouble qui touche beaucoup de parents, mais qui n'est pas encore toujours bien identifié. Et selon les études, ça représente quand même au moins 5% des parents, et puis 8% sont à risque d'être en burn-out, en épuisement. Donc, ça représente pas mal de parents. Voilà, donc je vous propose de me présenter déjà pour que vous sachiez qui je suis. Donc, moi, j'ai une expertise de plus de 30 ans en surdité infantile. J'ai beaucoup travaillé avec des familles touchées par ce handicap. Et puis, je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement des familles, puis justement avec handicap. Donc, je me suis formée à l'approche systémique, thérapie de famille. Et puis, attendez, je vais juste mettre quelque chose. Est-ce que je peux vous mettre en plus petit parce que ça me dérange d'avoir... Voilà. Tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je me suis intéressée aussi aux fratries qui vivent avec un enfant en situation de handicap parce que on dit toujours que ce sont des enfants voilà, qui vont bien, mais on les appelle les enfants de l'ombre. Et puis parfois, ils ont besoin qu'on mette aussi un petit peu le projecteur sur eux et puis qu'on se préoccupe un petit peu de ce qui se passe émotionnellement. Est-ce que ça leur fait vivre aussi ce handicap? Et puis, je me suis intéressée à l'épuisement parental parce que ça touche beaucoup de parents. Et puis, le facteur handicap est un facteur à risque, bien sûr, d'épuisement aussi. Alors, pourquoi ça ne marche pas maintenant, mon truc, là? Voilà. OK. Je me suis intéressée aussi, enfin, je m'intéresse depuis longtemps aux enfants au potentiel parce que je suis concernée. Et puis, à un moment donné, je me suis préoccupée de ça. Des enfants au comportement difficile, TDAH, mais aussi troubles oppositionnels. Enfin, tous ces enfants-là m'intéressent beaucoup. Et je me suis formée à des programmes d'entraînement aux habiletés parentales comme le Triple P, le Barclay, et puis la formation React aussi. Et puis, en dehors de ça, je m'intéresse passablement aussi à la méditation, le yoga, toutes ces choses-là. J'ai aussi fait une formation yoga pour enfants. Et puis, l'hypersensibilité m'intéresse aussi beaucoup. Et puis, d'un point de vue privé, ça fait 30 ans que j'entraîne ma parentalité, puisque j'ai 3 filles entre 22 et 29 ans. Donc, voilà, un petit peu qui je suis. Donc, je vous propose de départir ma présentation en 3 parties. La parentalité à travers les siècles. On va parler de qu'est-ce que c'est que ce burn-out parental. Et puis, voilà, formuler quelques pistes pour retrouver le plaisir d'être parent. Alors moi, j'aime bien dire qu'être parent, c'est le métier le plus précieux qu'il soit, mais certainement le plus difficile. Alors c'est vrai que devenir parent, c'est entouré de toutes sortes de connotations et d'émotions positives. Autour de la naissance, il y a de la réjouissance, il y a de la joie, il y a de l'émerveillement. On nous félicite pour cette bonne nouvelle. Et puis les cartes de naissance ressemblent à celle qui est ici sur l'écran. On nous promet du bonheur intense, mais on ne nous souhaite jamais du courage pour les moments difficiles. Donc, c'est certes beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de fatigue. Il y a des imprévus, des crises, des mauvaises nuits. Être parent, c'est un travail exigeant, c'est beaucoup de responsabilités. Et lorsqu'on devient parent, il y a plein de doutes qui arrivent. Le couple est bousculé, on est chahuté de toutes parts. Et puis, il y a aussi notre propre enfance qui résonne avec tout un cortège d'émotions. Et il y a l'enfant qui est en nous qui ressurgit aussi. Et puis, il y a des phénomènes de miroir qui sont parfois compliqués à vivre. La parentalité, c'est beaucoup de bonheur, mais ça peut aussi user, ça peut faire souffrir et puis ça peut amener du chaos. Alors, j'ai envie de vous passer peut-être que
une petite vidéo. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. On la trouve sur YouTube, mais je trouve que c'est une jolie introduction au sujet de ce soir. Alors, en fait, ils ont créé une fausse offre d'emploi. Je vous laisse découvrir. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. how are you? Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course. Yeah. Okay, Yeah. so like no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, No, not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. Oh. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Voilà. Alors oui, c'est une petite vidéo qui fait monter un petit peu l'émotion parce qu'il y a quand même passablement d'investissement chez les mamans, c'est un peu ça. Donc, les choses ont changé. Pourquoi, depuis quelques décennies, en s'intéressant à la parentalité, pourquoi on se pose tant de questions sur ce qu'il faut faire pour être un bon parent et pour rendre ses enfants heureux? C'est quand même finalement la base de la reproduction humaine, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Et puis, dans les générations précédentes, on ne s'est pas posé tant de questions. Alors, que s'est-il passé? Je vais essayer de vous montrer que la parentalité du XXIe siècle n'a plus rien à voir avec la parentalité d'avant.
On va essayer de comprendre quelles mutations sociologiques, quelles pressions nouvelles ont transformé et complexifié la parentalité d'aujourd'hui. Alors, on va faire un petit retour en arrière. J'ai trouvé cette image assez parlante. Donc, pendant des siècles, il y avait beaucoup d'indifférence et de méconnaissance à l'égard des enfants. Le taux de mortalité infantile était élevé, ils étaient vite mis au travail. Et puis, en fait, ils étaient intéressants uniquement pour leur valeur économique. Ils représentaient une forme d'assurance vie. Puis, ils devaient assurer la transmission, la survie de la famille, la transmission des noms, des biens, de la position sociale. Mais en dehors de ça, ils n'intéressaient personne. Ils étaient bien souvent maltraités. Et puis, en fait, l'enfance était considérée comme un mauvais moment à passer. Donc, on va attendre le 19e siècle pour qu'il y ait un tournant en faveur des enfants. Donc là, on va progressivement changer de regard sur l'enfance. On interdit progressivement le travail des enfants en Europe et aux États-Unis. Et puis, on propose une éducation pour tous. Et même les enfants de familles modestes commencent à aller à l'école. Ensuite, on arrive au XXe siècle, qui est certainement le siècle le plus dense en termes historiques, politiques, scientifiques. Les progrès sont fulgurants et puis la croissance démographique explose avec une planète qui est 4 fois plus peuplée en l'an 2000 qu'en 1900. Donc au XXe siècle, ce qui va devenir important, c'est de maintenir les enfants en vie et les protéger. Et on va voir quels sont les bouleversements de ce siècle qui ont impacté le monde de l'enfance et de la parentalité. Alors tout d'abord, il y a l'évolution des rôles de genre. Au XXe siècle, les femmes s'émancipent, elles ont envie d'indépendance, elles se mettent à travailler, elles commencent à concilier la vie professionnelle et la vie de famille. Elles font des études, des carrières. Et puis cette diminution des femmes au foyer va avoir un effet de bascule. Et puis les hommes vont aussi changer de posture. On va avoir des attentes à l'égard des pères. Ils vont progressivement davantage s'impliquer dans leur rôle parental. Et puis ce chevauchement des rôles de genre dans des univers qui étaient complètement séparés avant, eh bien ça s'appelle la coparentalité. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment complexifié la parentalité parce qu'on doit s'ajuster à deux. Ensuite, il y a la contraception et la procréation médicalement assistée. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça change finalement? Mais ça change tout parce que on est dans le concept de l'enfant choisi. C'est-à-dire qu'on choisit quand on veut des enfants, combien on en veut, à quel moment de notre carrière. Et puis parfois, c'est un projet qui est longuement mûri. On s'est battu pour avoir ce bébé. Et puis parfois, on l'a tellement désiré qu'on l'a énormément investi psychiquement. Et puis, on idéalise du coup encore plus cette parentalité. Et on va avoir des attentes démesurées parfois. Et puis, en fait, quand on choisit quelque chose, on est censé assumer ses responsabilités, même si c'est difficile. Et parfois, les choix que l'on a faits ne correspondent pas tout à fait aux rêves que l'on s'était imaginés. Ensuite, un autre élément du XXe siècle qui a changé les choses, c'est l'évolution très rapide du statut de l'enfant. Il y a eu la naissance de l'UNICEF en 1946, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, et puis ce processus va culminer dans la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Donc, c'est extrêmement récent. Et cette convention, c'est en fait 54 articles qui tournent en boucle autour d'une même préoccupation, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, c'est extrêmement centré sur les besoins des enfants, et puis elle décrit non seulement les droits des enfants, mais aussi les devoirs des parents. Donc, ensuite de ça, il y a beaucoup d'États qui ont ratifié cette convention. Et les États se sont engagés sur deux choses, c'est de fournir de l'aide aux familles, mais aussi d'intervenir lorsque les parents n'agissent pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, à partir du moment où il y a une surveillance de l'État, on se sent tous un petit peu regardés.
Si on maltraite son enfant, ben, on prend le risque de se faire enlever l'enfant, qu'on nous retire la garde. Donc, ce qui est nouveau dans tout ça, c'est la surveillance de l'État. Et ça augmente, bien sûr, la pression à l'égard des parents. Et puis, dans les situations d'épuisement parental, ben, cette pression peut être très fortement ressentie parce qu'on est à risque de maltraiter nos enfants quand on est épuisé. Donc, vous voyez comme après des siècles d'indifférence, la société se préoccupe du développement des enfants, de leur bien-être et de leur qualité de vie. Ensuite, un autre élément qui a aussi passablement changé le concept de la parentalité, c'est le développement des sciences psychologiques. Alors, le métier de psychologue, c'est récent, hein, ça date d'un peu plus de 100 ans. On s'est d'abord intéressé aux adultes avant de s'intéresser aux enfants, mais c'est surtout à partir des théories de l'attachement que ça a amené beaucoup de connaissances sur le développement de l'enfant. Et toutes ces théories sont issues de travaux sur l'hospitalisme après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans des orphelinats. Et puis ces enfants manquaient de chaleur et d'encadrement affectif. Et cette absence de nourriture affective a impliqué des retards de développement. Et puis certains enfants se sont laissés mourir aussi. Donc, ces travaux sur l'hospitalisme ont donné un élan incroyable à toutes les théories de l'attachement et puis à ce que c'est être un bon parent. Donc, on a montré que les enfants qui avaient un attachement sécurisé à leurs parents ont un développement bien meilleur. Donc, tout ça, ça a amené les psys à s'intéresser à la manière dont il faut éduquer les enfants, les pratiques à utiliser, les pratiques à proscrire pour optimiser leur développement. Et tous ces travaux ont été traduits dans des ouvrages pour guider le métier de parent. Et on en est arrivé à la parentalité positive. Donc, il y a une quantité d'ouvrages sur ce sujet. Et puis, finalement, la parentalité positive s'est imposée comme la norme du XXIe siècle, mais cette norme est tellement exigeante qu'elle est impossible à atteindre. Un autre élément important aussi du siècle dernier, c'est la montée des valeurs individualistes. Dans les sociétés occidentales, on fait peser finalement l'essentiel du développement des enfants sur le couple parental. C'est donc l'éducation est une vraie odyssée solitaire. Et puis, cet individualisme nous pousse à être dans le culte de la performance et du perfectionnisme. Donc, on cherche à optimiser le développement de son enfant. Et dans d'autres modèles culturels, on compte davantage sur l'ensemble de la communauté, comme en Afrique. Et puis dans d'autres cultures, on valorise plutôt les racines et on fait référence aux aînés. Ça, c'est plutôt au Japon, par exemple. Ensuite, au siècle dernier, il y a encore eu, à la fin du siècle, l'arrivée d'Internet. Et puis, ça a changé complètement l'accès aux informations. Donc, il y a eu 3 grands tournants majeurs dans l'histoire avec l'écriture, l'imprimerie et Internet. Et les écrans ont transformé le lien à l'autre. Et maintenant, on est dans le lien complètement instantané, permanent. Les informations viennent en perfusion. Et puis, ça met aussi de la pression sur les parents parce qu'on reçoit tout le temps des images de ce que font les autres, etc. Et puis, ces images sont toujours à l'avantage de ceux qui les postent. Voilà. Donc, ensuite, vous voyez qu'au XXIe siècle, on n'est plus dans la survie et la protection de l'enfant, mais on est dans le modèle de l'optimisation. On doit optimiser le potentiel de développement de l'enfant. Et ça change fondamentalement le métier de parent. Les enfants sont devenus le centre de la dynamique familiale. Il y a beaucoup d'espoir qui repose sur eux. Et puis, avec cette optimisation, on a fabriqué des parents inquiets, des parents stressés, des parents qui sont constamment remis en cause, qui se sentent tout le temps coupables de ne jamais en faire assez. Donc, voilà. Puis optimiser le potentiel de l'enfant, c'est aussi un concept compliqué parce que à quel moment est-ce qu'on est dans la sous-stimulation, la surstimulation? Voilà, comment on doit faire? Quel est le bon dosage? C'est extrêmement compliqué.
Et puis, avec cette nouvelle éducation, l'effort d'adaptation ne vient plus de l'enfant, mais du parent. Et on assiste aujourd'hui à une crise de l'autorité parce que parfois les parents n'osent plus s'affirmer au nom d'une éducation bienveillante. Et puis, il y a aussi l'accélération du rythme social qui amène aussi son lot de stress aux parents. Aujourd'hui, on veut tout de suite, tout très vite. On est dans le fast et puis le clic de souris en permanence. Et puis cette accélération impacte la parentalité parce que les journées ressemblent souvent à un marathon pour les parents. Il y a aussi toutes les pressions sociales. Les parents n'ont jamais été autant informés sur comment il faut faire pour être un bon parent, et pourtant, ils n'ont jamais été autant perdus qu'aujourd'hui. Entre les livres, les journaux, la publicité, les recommandations, etc., eh bien, les parents sont tout le temps sous pression pour réussir le développement de leur enfant. Ils se posent tellement de questions, ils veulent faire tout très bien. Et puis, quand quelque chose ne va pas, ça renvoie directement de la culpabilité. On est aujourd'hui arrivé dans un concept de l'hyperparentalité. Puis il y a plusieurs manières de décrire cette hyperparentalité. On parle du parent hélicoptère qui tourne sans fin autour de l'enfant, qui cherche à contrôler tous ses mouvements, s'assurer qu'il est en sécurité. On parle aussi de parent drone. Le parent drone qui colonise tout l'espace aérien, il apporte tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Il est à l'affût continuellement de ses besoins, de ses envies, il est dans la surprotection et puis il cherche à lui éviter les frustrations. Et puis il y a le parent curling qui met une énergie folle à balayer frénétiquement tous les obstacles sur le chemin de l'enfant. Voilà, donc la surprotection, l'hypercontrôle, l'anticipation de toute mise en danger, eh bien, vous l'aurez compris, cette hyperparentalité, finalement, empêche l'enfant de développer son autonomie. Donc, ce n'est pas le bon plan. Mais toutes les pressions nous poussent à ça. Et puis, il y a les dérives des réseaux sociaux aussi. Ça, là, c'est un exemple que j'avais trouvé sur Facebook qui dit le 90% des comportements désagréables des enfants sont liés à un manque d'amour et d'attention. Donc, vous voyez ce genre de choses qui circulent et puis qui sont totalement fausses. Mais ça met de la pression. Donc, quand on a le projet d'avoir un enfant, on a de belles idées sur la famille, on a des grands principes sur la conciliation de la vie professionnelle, la vie personnelle, on a des beaux discours aussi sur l'éducation des enfants. On idéalise le bébé à naître et voilà, on lit plein d'ouvrages sur la psychologie, on déborde d'idéaux. Mais ça, c'est avant d'être parent. Et puis, c'est bien connu, les meilleurs parents sont ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc, pour beaucoup de ces parents, tous ces idéaux génèrent des pressions insupportables parce que lorsque les enfants sont là, ces parents veulent être à la hauteur de ce qu'ils s'étaient promis. Puis, à force de vouloir se dépasser pour leurs enfants, eh bien, certains parents finissent par s'effondrer.